Bienvenue dans Invisibili. Dans cet épisode, je reçois Camille Bokobza. Il n'a que 36 ans, mais il a déjà eu plusieurs vies. Longtemps photographe, il est devenu musicien le jour où la mbira, un instrument rituel du Zimbabwe, lui est mystérieusement tombé dessus. Il est aussi un grand improvisateur, capable de capter des fréquences invisibles et de les transformer en mots pour les faire danser à nos oreilles avec virtuosité. Dans cet épisode, on parlera des hasards qui n'en sont pas, d'initiation, de transe, de métamorphose et de sexualité, entre autres. Invisibili. Salut Camille, merci d'être dans Invisibili. Je suis très contente que tu sois là. Salut, merci, moi aussi je suis heureux. Comment tu te sens ? Comment ça va ? Eh ben, ça va pas mal, à certains aspects, comme toujours. Alors, tu navigues dans beaucoup de territoires d'invisibles, on va dire, de dimensions avec ton art et ta pratique. Mais à quel moment de ta vie tu dirais que tu as commencé à percevoir ces zones ? Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui remonte à l'enfance ou plus tard ? Non, pour moi, ça remonte pas à l'enfance, je dirais. Enfin, en fait, d'une certaine manière, je pense que ça remonte à toutes les enfances parce que, en voyant ma fille aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal branché à une dimension invisible quand on est enfant, sans avoir forcément de conscience dessus. Et puis après, c'est quelque chose qui, pour ma part, m'a complètement quitté, je dirais, jusqu'à un âge plus avancé, toute proportion gardée, mais vers 27, 28 par là, d'avoir reconnecté à ça. Mais sinon, toute la grande enfance, disons adolescence, et le début de la folle jeunesse, je dirais que j'étais pas spécialement branché à ça, ou en tout cas conscient de l'être. Dans ta famille, c'était pas quelque chose de présent ? Enfin, comment c'était quand t'as grandi, dans ton cadre familial ou dans ton entourage ? Non, c'était pas spécialement présent. Plutôt un athéisme forcené, plutôt éduqué à une forme de non-croyance. Ce qui est compréhensible vu l'histoire des choix à un moment de personnes de couper avec toute forme de croyance. Tu dirais que tes parents, dans ta famille, il y a eu une coupure volontaire ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Du côté maternel, c'était à travers la religion catholique que l'invisible était présent, en tout cas dans la tradition, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un moment, une espèce de désillusion. Pourtant, ma mère elle avait envie d'aller chez les bonnes sœurs quand elle était jeune, voilà. Mais finalement, ça a été comme un espèce d'effondrement, je pense, un endroit de se rendre compte qu'il y avait beaucoup de discours, beaucoup d'infondés, puis il y avait un rapport à l'invisible qui était finalement assez mortifère aussi à plein d'endroits. Puis du côté paternel, c'était en Tunisie, avec plutôt la religion juive, mais en tout cas, c'est toujours cette question de la religion qui vient essayer d'expliquer, de contenir ou d'enfermer aussi l'invisible. Et ce qui fait que pour arriver à tenir là-dedans, c'est pas évident, quoi. En tout cas, moi, par exemple, j'arrive pas à être contenu dans une religion par rapport à ça. Le contrepoint, le mauvais penchant de ça, c'est une non-croyance totale. Et ça, c'est vrai qu'à un moment dans ma vie, moi, j'ai compris qu'en fait, j'étais pas non-croyant, tout simplement. Alors voilà, il n'y a pas de nom, ça rentre pas dans une tradition, dans un canal religieux ou quoi que ce soit. Mais l'absence de foi, c'est aussi ce qui a emmené le monde occidental, notamment là où il est. Voilà, on croit en rien, on croit en rien. Donc rien n'est sacré, donc on peut tout détruire aussi. À l'époque où on s'est rencontrés, tu jouais déjà de la mbira, qui est un instrument qui m'était à l'époque complètement inconnu et qui est ton instrument de cœur avec lequel tu navigues depuis quelques années. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que cet instrument, et comment tu es venu à cet instrument, ou peut-être comment cet instrument est venu à toi ? Ça a été une des entrées pour moi vers l'invisible, en tout cas cet instrument, qui est un instrument lamellophone, pour être scientifiquement et techniquement correct, du Zimbabwe, donc qui est de la famille des kalimba, des sanza, piano à pouce comme on les appelle vilainement en Occident. La manière dont je l'ai rencontré, ça a été très spécial. J'étais à Berlin, donc j'habitais à Berlin à l'époque. J'étais photographe à l'époque, ce que je suis beaucoup moins aujourd'hui, voire plus, c'est en train de me quitter. Mais en tout cas, des amis à moi qui organisaient des événements pour lesquels j'étais photographe invitent Ambuya Stella Chiweshe à jouer, qui est la grande prêtresse mondiale de la mbira, qui est décédée l'année dernière, qui avait 75 ans quand je l'ai rencontrée. Donc moi, je connaissais ni l'instrument ni elle. Et on se retrouve dans cette grande salle en bois avec 200 personnes.
et elle seule avec son instrument et sa voix, et j'ai été vraiment très touché par cette musique, par tout ce monde-là que je connaissais pas. Donc c'est un instrument de trance, traditionnellement, qui se joue dans des cérémonies. Pas que, ça se joue aussi de manière vraiment juste ludique, comme ça, musicale, disons. Mais il y a aussi des cérémonies mbira qui durent toute la nuit dans des huttes au Zimbabwe pour appeler les esprits et venir soigner ce qui doit être soigné. Donc c'est vraiment le téléphone avec les dieux, comme ils l'appellent là-bas. Donc voilà, en tout cas, moi je me retrouve en présence de cette femme et de cet instrument. Je suis assez soufflé par ce qui se passe. Et puis je me retrouve à devoir la prendre en photo après le concert. Elle me fixait de ses grands yeux impressionnants de loin. Clairement, elle m'évitait avec mon appareil photo. Moi, je savais pas comment l'approcher parce qu'elle est assez impressionnante. Grande carrure et puis énergie très, très forte. Et puis bon, finalement, on se retrouve dans une salle en bois de l'endroit tous les deux et elle me fait asseoir par terre, elle me fait poser mon appareil. Et puis elle me parle, on se rencontre un peu, elle me joue de la musique, elle sort la mbira, elle me rejoue un peu de mbira, elle me raconte des histoires. Bon, on rentre dans un espèce de moment un peu suspendu comme ça, très, très spécial, hyper beau. Puis à un moment, bon, on va pour faire les photos, donc elle se change, tout ça prend beaucoup de temps. Donc finalement, on fait les photos. Tout ça dure 1 heure. Et puis on se dit au revoir, et au moment où je vais pour quitter la pièce, elle crie. Et elle me dit « Stop !» Et donc je m'arrête, je me retourne et elle me dit You have to play mbira. Tu dois jouer de l'mbira. Comment tu réagis? C'est quand même spécial. Je me souviens, en fait, c'est pendant longtemps après, j'ai cru que c'était pas arrivé ce truc-là, j'ai cru que je l'avais rêvé, mais en fait, bon, je lui dis oui, bien sûr, avec plaisir, mais comment? Et en fait, je savais pas qu'elle habitait à Berlin, entre Berlin et le Zimbabwe. Tu jouais d'aucun instrument de musique à ce moment-là? Non, la musique avait quitté, enfin, j'ai fait de la musique petit, je suis un être musical, j'ai toujours porté la musique avec moi, y compris voilà, les rimes et les rythmes et les bruits et autres petits amusements, mais j'avais plus de pratique musicale depuis bien longtemps. Donc elle me dit I will teach you, quoi, je vais t'apprendre. Et 1 semaine après, je me retrouve chez elle. Elle entrouvre la porte, d'ailleurs, quand j'arrive, je vois ses grands yeux et elle me dit I don't know why I told you to come. Je sais pas pourquoi je t'ai dit de venir. Même elle, on sait pas ce qui s'est passé en fait. Voilà, on parle de l'invisible, c'est vrai, il y a un truc, je sais toujours pas en fait. En tout cas, le fait est que j'ai commencé l'apprentissage avec elle. T'as embrassé la proposition même sans le comprendre, il y a quelque chose au fond de toi qui s'est dit que c'était le chemin, quoi. Ouais, sans question. C'était évident que ça devait être fait. Et puis c'est arrivé à un moment où, ayant embrassé un peu une part plus spirituelle de l'existence, et en même temps avoir très envie de renouer avec la musique. Depuis un moment, j'essayais de refaire du piano, mais en fait, cet instrument, il arrivait à point nommé, parce qu'il y a vraiment une rigueur musicale et en même temps un côté complètement transcendantal et incompréhensible. Et c'est de la musique répétitive, c'est des boucles, il y avait tout un pan que je connaissais pas. Tu dis que c'était un moment où tu étais dans un chemin peut-être plus spirituel, une recherche. C'était quel moment de ta vie ? C'était un moment assez précis où, en fait, après de nombreuses années habitant à Berlin et où le moyen d'élévation qui m'était proposé était les drogues chimiques, que j'ai abondamment et joyeusement consommées, dans toute la beauté frétillante des scènes berlinoises. Et voilà, moi, je suis arrivé à 20 ans là-bas, c'était une grande découverte. Et voilà, mais en tout cas, à un moment où j'avais commencé à bifurquer de ça, et même très sérieusement, où j'avais arrêté en fait de faire tout ça, notamment par la rencontre de plantes maîtresses qui m'ont montré d'autres choses et qui m'ont fait comprendre que la fête et que l'élévation sont possibles par d'autres biais que la chimie. Et voilà, et cet instrument, il est arrivé à un moment, voilà, cette femme, elle porte une tradition, c'est une des premières femmes qui a joué de cet instrument. Elle a bravé plusieurs interdits. L'interdit pour des femmes d'en jouer, parce que c'est un instrument traditionnellement réservé aux hommes, et l'interdit des colons anglais, l'instrument du diable, parce que instrument de trance. Et donc c'était chaud. Enfin, ils devaient mettre leurs instruments sous terre. C'était possible d'aller en prison pour jouer de la mbira. Et adolescente, elle a tout bravé, le fait d'être une femme et de braver l'interdit colonial. Donc voilà. Grande tenante d'une tradition, avec un rapport avec l'invisible très très fort, très centré, très ancré, vraiment une femme très spéciale, mais avec vraiment une dimension que moi je ne connaissais pas. Donc d'avoir été
l'apprenti d'une telle personne pendant 2 ans et demi. On se retrouvait soi-disant pour 1 heure, puis ça durait 6-7 heures que la nuit, parce qu'elle vivait beaucoup la nuit. Et... Oui, justement, comment ça a commencé cet apprentissage? T'ouvres la première fois la porte, comment ça démarre et comment ça se développe ensuite? Je sais que je suis arrivé, qu'il y avait les 2 instruments posés sur son canapé, de manière très simple en fait, juste il faut appuyer sur telle lame, appuyer sur telle lame. Moi, la prise de contact avec cet instrument qui fait mal aux doigts, que je connaissais pas, elle me demandait vraiment ce qui m'arrivait, quoi. Alors justement, on peut le décrire parce qu'on le voit pas. C'est une sorte de, on peut dire une calebasse. Comment est-ce que tu peux le décrire et dire comment c'est fait, juste pour qu'on ait une idée un petit peu de cet instrument qui est très beau. L'instrument en soi, c'est une planche en bois avec des lames en métal. Il y a 24 touches, donc les kalimba ou sanza, il y en a souvent moins. Là, c'est la mbira Zavadzimu, elle s'appelle, du Zimbabwe, qui est l'instrument du peuple Shona, un instrument ancestral, vraiment très ancien, avec un répertoire très riche, très complexe, très immense, que j'ai pas fini d'arpenter, loin de là, parce que je suis encore vraiment au début du chemin. Et ça se met effectivement dans une calebasse, qui est un résonateur naturel pour amplifier. Quand c'est dans la calebasse, ça ressemble à un truc inconnu, en tout cas, une espèce de grand ventre ou de grandes soucoupes sur les genoux, c'est posé sur les genoux. Ouais. C'était mon premier peut-être grand voyage dans l'invisible, si on peut le dire comme ça. Qu'est-ce que tu sens qu'elle t'a transmis? Parce que finalement, c'est comme si elle t'avait choisi quelque part pour te transmettre quelque chose. Ouais, c'était pas mon premier voyage dans l'invisible, je dirais, mais en tout cas, c'était la première fois que j'étais en contact avec une personne qui vivait autant avec la dimension invisible au quotidien. En fait, pour elle, la ligne entre le rêve et la réalité était très poreuse. Donc il y a eu plusieurs fois d'ailleurs où elle me racontait, elle avait une faculté de conteuse immense, parce que c'était une immense chanteuse aussi, donc elle racontait des histoires. Et donc parfois elle me racontait des histoires, il m'est arrivé ça, j'étais là, j'étais vraiment avec elle, un truc qui lui est arrivé quoi, la veille ou je sais pas, elle me raconte vraiment avec plein de détails. Et puis au bout de 10 minutes, c'était « And then I woke up ». Je me suis réveillé et je capte qu'elle me raconte un rêve, mais pour moi et c'est toujours vraiment en fait... Voilà, et elle et puis d'autres joueurs ou joueuses de mbira ont reçu dans leurs rêves des nouvelles variations de morceaux, du répertoire. En tout cas, elle avait cette permanence et cette permanente relation avec l'invisible, très palpable, qu'il y avait des gens autour de nous tout le temps, qu'il y avait des messages pour nous, qu'on joue cet instrument pour eux, pour elles. Et voilà, après, j'ai des amis avec qui on pratique cet instrument et on joue en public régulièrement. Et on précise que nous, on prétend pas appeler les esprits. En tout cas, moi, j'ai reçu de cette femme ce rapport-là. J'ai un grand respect pour cet instrument et je fais pas n'importe quoi avec, loin de là. Du fait qu'elle m'ait choisi, parce que pour le coup, c'est vrai, ça m'enlève un peu la problématique de la légitimité. Voilà, parce que sinon, c'est des questions qui se posent. Qu'est-ce que c'est que de jouer un instrument ancestral africain, de trance, pour appeler les esprits, parler aux invisibles? Du fait que moi, ça m'a été mis dans les mains, ça m'enlève cette charge-là. Ta relation avec l'instrument, elle a dû évoluer au fil du temps, ça t'a ouvert des chemins. Comment a changé ton rapport peut-être avec cet instrument? Et ta perception, je sais pas, peut-être même intime en fait de ces mondes, sans vouloir ni avoir la volonté de faire ce qu'elle faisait, mais... Voilà, en toi, ça a dû se transformer, j'imagine. Ce que j'ai perçu très vite, c'est que cet instrument avait un effet très fort. Je peux en témoigner. Moi, j'ai vraiment vécu des transes en écoutant des concerts ou en t'écoutant jouer. En tout cas, Mbouya qui m'a transmis, selon elle, c'est le son de l'eau, cet instrument. Et étant composé d'eau, principalement, toutes nos cellules vibrent. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe de cet ordre-là où quand on joue en public, ça dure longtemps. Parfois, on aime bien jouer 4, 5, 6 heures d'affilée à plusieurs instruments. Donc, c'est des boucles qui s'entremêlent ou avec des effets d'écho en jouant de manière décalée. Donc, ça va trop vite. Il y a une rythmicité qui est trop complexe pour le cerveau à un moment qui vient décrocher. Et j'adore regarder les publics parce que quand on joue longtemps comme ça, pendant le même morceau, il y a des gens allongés devant, d'autres assis en train de se balancer d'avant en arrière, d'autres en train de sauter sur place à l'arrière. En fait, tout le monde reçoit la musique différemment. Quand elle est jouée longtemps, on rentre dans un bain, c'est plus un concert, c'est vraiment... Voilà, donc ça, j'ai pu en témoigner.
Donc je vois bien, et puis sur moi aussi, je vois bien effectivement les transformations lentes et profondes que ça induit de jouer un instrument comme ça aussi. On ne peut pas être dans tous les états pour en jouer. D'en jouer nous met dans certains états. On joue tout le temps la même chose, c'est des boucles. Alors il y a beaucoup de variations, mais c'est des boucles. Et ça, elle me l'a dit en m'apprenant, elle m'a dit It's not hard to play, it's hard to play long. La difficulté, c'est de jouer longtemps. Et en fait, de pas nous, dans nos esprits occidentaux, habitués avec un début, une fin, nos rythmes binaires et nos symphonies composées avec un début, une fin. Et voilà, là, en fait, c'est rien à voir. C'est en ternaire, ça ne s'arrête jamais, c'est des boucles. Et il n'y a pas de début, pas de fin, et ça se joue aussi longtemps que ça se joue, et on joue la même chose tout le temps. Et en fait, là-dedans s'ouvre l'infini. Dans la répétition s'ouvre l'infini. Et ça, pour moi, ça a été une très grande découverte. Et puis de pouvoir, aller jouer pour la rivière, aller jouer pour... J'habite dans les collines de la Drôme, donc voilà aussi cet instrument qui m'accompagne, en fait, dans le fait d'avoir un autre rapport à ce qui m'entoure. Donc je prétends pas appeler les esprits, même quand je suis tout seul, je joue pas à ça et du tout, mais en tout cas, c'est pas comme d'aller jouer... Oui. Disons que c'est pas comme donner un concert, c'est vraiment entrer dans un espace peut-être. Ouais, c'est ça. Moi j'aime bien le mot ouvrir un espace. Et on le dit d'ailleurs quand on joue en concert, que c'est pas des concerts. Une des injonctions qui m'a été donnée par Mbouya, c'est de jouer le répertoire. Parce qu'il y a des gens qui improvisent un peu ou qui utilisent l'instrument autrement. J'ai pas de jugement là-dessus. En tout cas, moi, la manière dont ça m'a été transmis, c'est jouer la même chose, transmettre la même chose. Et c'est ce qui fait que ça perdure depuis des siècles, voire des millénaires. C'est que voilà, on part pas n'importe où. Donc il y a ce rapport-là aussi de jouer une musique sacrée, en fait, et d'oublier un petit peu ses velléités de faire autre chose et de se donner au fait de jouer cette musique-là et de la jouer bien et de la jouer longtemps et de faire qu'elle puisse exister. J'allais dire, oui, peut-être la différence, c'est plutôt que d'exister à travers l'instrument, c'est s'effacer pour faire vibrer l'instrument. Exactement. Ouais. Et ça, elle le portait très fort. Plein de fois. Elle le disait pendant ses concerts et puis à plein de moments. Elle disait « It's not me ». C'est pas moi, c'est la Mbira. Et elle avait un côté comme ça, passeuse, très fort. Sa mort, ça a dû être un moment charnière aussi dans ce voyage. Évidemment, le fait est que notre histoire, notre relation, disons, s'était un peu arrêtée de manière aussi étrange qu'elle avait commencé. Parce qu'elle m'accueillit comme ça pour me jeter dans ce monde-là. Et puis, je peux pas dire sans raison, parce qu'il y en a forcément une. En tout cas, sans raison compréhensible par moi. Tout s'est arrêté du jour au lendemain. Ce qui a été assez dur pour moi et que j'ai mis du temps à comprendre. Et je commence là, 2 ou 3 ans plus tard, à appréhender un peu la chose. Et notamment un homme, un fasciathérapeute que j'ai rencontré il y a peu de temps, qui a eu aussi des maîtres dans sa vie. Tout ça m'a dit le propre d'un maître ou d'une maîtresse, c'est de nous emmener en haut de la montagne et de nous abandonner pour qu'on redescende seul. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est vraiment ce que j'ai senti. C'est un moment où je commençais à jouer correctement, disons, où elle me disait on va peut-être jouer ensemble. Il y avait un peu des trucs comme ça. Puis bon, finalement, tac, tout s'envole et puis plus de réponse, puis pas une justification, jamais, tellement loin de nos manières de faire. Voilà, aucune justification à donner. C'est terminé pour telle ou telle raison, l'enseignement est fini, au revoir. Ça a été pendant 2 ans et elle est décédée au bout de 2 ans, mais je n'ai jamais pu lui reparler. J'ai mis du temps à sentir la tristesse parce que j'étais en colère aussi du fait qu'elle ait arrêté de me parler et tout ça, donc il y a eu tout un petit chemin avec ça. Depuis, t'es entré quand même sur tout un tas de chemins d'improvisation, de chant, de danse. Peut-être qu'on peut parler de l'improvisation dans ta vie, qui je crois existe depuis longtemps, mais qui est en train de fleurir de plein de manières. Comment ça apparaît dans ta vie ? C'est vrai que par rapport à la Mbira, c'est différent, mais finalement, c'est un endroit d'ouverture qui est assez similaire, étrangement. C'est un peu se mettre dans le même état de disponibilité pour que la Mbira se joue, parce que évidemment, on connaît les morceaux, ils sont dans le corps, donc ça joue tout seul. Et d'ailleurs, voilà, apprendre à jouer les yeux fermés, c'est un truc qu'elle m'a dit dès le début. Et l'improvisation, c'est un endroit aussi, finalement, de se mettre en état de disponibilité pour que les choses viennent. Et alors, en tout cas, petite histoire de l'improvisation, pour moi, en tout cas, c'est... Je ne sais pas pourquoi, mais depuis l'adolescence un petit peu, puis après, quand j'avais une vingtaine d'années, souvent quand j'avais bu de l'alcool, ou fumé de l'herbe, ou je ne sais quoi, souvent dans des fins de fête, coin de cuisine, j'avais des flots de mots qui sortaient de moi, en rime, voilà, un peu des espèces de slam. Alors rap, non, parce que je porte pas la culture rap, donc je peux pas m'appeler du tout comme ça.
Donc c'est un truc qui vivait un peu en moi comme ça, mais souvent il fallait qu'il y ait quelque chose qui vienne faire tomber un peu la barrière. Et je me rappelle d'une fois notamment, on était à une grande fête chez un ami, et dans la constellation d'amis de cette époque, il y avait un rappeur, Charlie, un vrai rappeur quoi. Et je me souviens d'une soirée où il y avait un grand cercle qui s'était formé et on avait fait une joute et qui m'avait dit ce jour-là t'es un rappeur quoi. Et moi j'étais là mais n'importe quoi, enfin, bon, comme d'habitude voilà. Et c'est souvent très drôle. Moi j'ai assisté à une fin de soirée où on peut dire t'as rappé, t'as slamé, j'en sais rien, mais tout le monde est vraiment éclaté de rire, donc ouais. Ouais, en tout cas, le début, c'était beaucoup sur la connerie, le chemin, vraiment la blague, en fait. C'était un truc que j'adore toujours aujourd'hui, qui fait partie de moi. Et puis, je me mets à jouer de la mbira. Cet instrument qui continue à me guider, en fait, aujourd'hui, partout. C'est un peu ma lanterne, quelque part. Fait que, justement, Vincent Moon et Priscilla Telmont, que tu as mentionné au début, m'invitent à une résidence dans un monastère, au monastère de Ségriès, qui est un très beau lieu, avec une trentaine de musiciens, musiciennes. Tous et toutes des musiciens, musiciennes vraiment incroyables. Moi, je me demande vraiment ce que je fous là. Voilà, le fait est que donc, magnifique résidence, trop bien, beaucoup autour de l'Mbira. Et puis, dernier soir, grande jam musicale dans la chapelle du lieu, 6h du matin, on avait fumé un peu, enfin tout était là. Et puis je sais plus qui lance un rythme et voilà, moi ça vient tout de suite et je fais un espèce de slam, beaucoup sur la connerie encore. Il y avait Yann Frisch, le musicien, qui était là, qui me donnait la réplique aussi. On a eu un moment vraiment, vraiment super. Et puis il y avait dans le lot une musicienne qui est une de mes guides musicales et amie de cœur, Lior Chauve, qui vient me voir après ça et qui me dit « Je savais pas du tout que tu faisais ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? T'as l'improvisation en toi avec les mots, c'est ton canal. Creuse-le, quoi. » Et elle m'a jamais lâché avec ça. Et donc, incroyable, parce que d'avoir quelqu'un comme ça qui te tire et qui t'emmène. Fois, quoi. Il y a eu un Mbouya pour la mbira et Lior pour les mots. Et puis j'avais aussi envie de me mettre à chanter. Donc bon, je m'inscris à un long stage avec Lior justement, de 10 jours. Donc de chant improvisé, tout ça. Première fois que je chante devant des gens, c'était un peu le début où je commençais à faire un peu casser les coquilles. Et durant le stage, il y a une scène ouverte à un moment. Et je m'étais dit, bon, je vais jouer de la mbira parce que j'en avais pas encore vraiment joué, tout ça. Et puis en fait, avant, je sens que non, il faut que j'aille vraiment faire une improvisation, quoi. On peut dire qu'elle organise des stages comment on peut le décrire, pour trouver sa voix, pour débloquer, juste pour avoir une idée du cadre en fait. Ouais, c'est ça. Elle, c'est vraiment une magicienne de l'instant, de l'ouverture à ce qui est là, et puis au plus grand, à l'invisible aussi, d'une manière, de chanter de cet endroit-là. Ouais, c'est ça son travail, d'accompagner les gens sur le chemin de la vulnérabilité, du mal-être, être à l'aise dans son malaise, une de ses grandes phrases. Et donc je me retrouve à aller faire cette scène ouverte devant les gens du stage avec qui on était ensemble depuis un moment. Et pour la première fois, là, j'ai senti en fait que j'avais pas envie de dire que des conneries parce que j'étais hyper ouvert, j'étais très ému de ce qui se passait. En fait, j'ai fait la première fois de ma vie une improvisation sensible, disons, avec ce qui était là. Et ça m'a touché. Et puis je crois que ça a touché aussi les personnes qui étaient là. Et de venir sentir qu'en fait l'improvisation était une voie d'accès à l'intériorité et à ce qui ne se dit pas aussi que le mental, parce que l'improvisation vient contacter un endroit d'inconscient ou de non mental en tout cas, et de laisser les choses venir. Alors pour certains ou certaines, c'est par la danse, d'autres c'est par la peinture, d'autres c'est ou autre, ou la maçonnerie. Enfin, je sais pas. En fait, chacun a ses canaux pour que les choses se fassent. Un mur en pierre sèche. En fait, je pense c'est aussi à cet endroit-là. En tout cas, c'était mon petit chemin pour m'ouvrir petit à petit à l'improvisation. Et puis depuis, ça grandit. Ouais, quelque chose s'est libéré à ce moment-là, parce que j'imagine quand même qu'il y a un peu de peur. Puisque tu accueilles ce qui est et que tu ouvres ce qui est à l'intérieur de toi devant des gens que tu ne connais pas, que tu ne peux pas prévoir ce qui va sortir. Enfin, c'est quand même peut-être un petit peu vertigineux au départ, non ? C'est vraiment hyper spécial. J'ai accepté aujourd'hui cette mission. En tout cas, ce truc qui est là. Je sais pas d'où ça vient. J'ai jamais pratiqué autre que sur scène. J'ai jamais travaillé ça, en fait. C'est là. Et donc, accepter ce cadeau, en fait. Et la moindre des choses, c'est d'y faire la place quand il y a quelque chose qui est comme ça. Et donc, de laisser un peu ses peurs au placard, ou de les accepter plutôt, de vivre avec elles, et puis d'aller se jeter. Et c'est vrai qu'il y a contacter une part totalement invisible là, qui se joue à travers nous. C'est vraiment être une espèce de marionnette. Et en même temps, c'est être actif, passif en même temps,
En fait, c'est de se laisser toucher par ce qui se raconte à travers nous et de pouvoir à la fois être dans la poésie, la profondeur, le drôle. Puis il y a des fois où ça voyage moins. Et quand ça voyage moins, c'est quand je me donne pas totalement aux grands dieux et déesses de l'improvisation, de vraiment se mettre au service et de s'ouvrir et de laisser venir. Et il y a parfois, par peur ou parce qu'il y a beaucoup de monde ou quoi que ce soit, de contraindre un petit peu l'improvisation quelque part ou sans avoir préparé ce qui va se dire, mais d'avoir comme une idée un peu de où on a envie d'aller. Et ça, souvent, finalement, sur le moment, ça fonctionne et c'est bien, ok, les publics sont contents aussi, c'est moi aussi, mais ça vient pas toucher. Parce que l'improvisation ou l'invisible en général, j'ai l'impression que pour que ça s'exprime, il faut laisser tout l'espace. Donc ça veut dire se mettre de côté, enfin, ou au centre, s'ouvrir, mais en tout cas plus être là avec nos idées, quoi. La question que j'ai envie de te poser, parce que ça m'intéresse aussi dans ce podcast, dans les cheminements intimes, tout évidemment doit être imbriqué, j'imagine, ton parcours avec l'instrument, avec l'improvisation, mais toi, dans tes cheminements intimes, il y a eu beaucoup de transformations ces dernières années. Qu'est-ce qui t'aide aussi à te transformer? Quels sont les outils que tu as pu utiliser? Tu as parlé à un moment de ce thérapeute. Voilà, comment se passe ce cheminement aussi personnel en parallèle et qu'est-ce qui se transforme en toi? Oui, ce qui m'a mis sur les chemins de transformation, ça a été un peu de sortir du connu, sortir de ce que je connaissais ou de ce que je croyais connaître. Donc ça, j'ai été aidé à ça par différents rituels auxquels j'ai pu accéder, différentes plantes, la rencontre de la mbira, de Mbouya, de l'improvisation et autres. De se mettre dans un état de disponibilité. Je crois que c'est un mot que j'aime bien. Et puis c'est passé aussi par arrêter l'alcool, arrêter... j'ai tout arrêté, je suis prêt, je pense que je peux postuler au couvent. et de retrouver un rapport plus intime au corps, notamment. Le corps étant notre véhicule de matière et notre véhicule pour se connecter à l'invisible. J'ai, comme beaucoup d'entre nous, je crois, délaissé le corps pendant si longtemps, parce qu'on n'est pas formé à se rendre compte du bijou qu'on a, en fait. Et de manger n'importe comment, de mettre n'importe quoi dans ce véhicule. Les drogues, l'alcool, la nourriture moisie. Voilà, on est quand même vraiment à côté de la plaque, je crois. En tout cas, moi, j'étais complètement à côté de la plaque. Et c'est notamment par la rencontre de certains rituels que je me suis rendu compte de la préciosité de mon être et de mon corps et de nos êtres et de nos corps. Et je crois que de renforcer ce rapport intime avec mon être profond et le corps a été la voie et reste la voie, clairement, pour accéder à ces espaces, pour que les choses puissent circuler, en fait, tout simplement. Et avoir une certaine conscience de ce qui circule. Et donc ça, après, c'est très large. Ça vient toucher tous les pans de la vie. La parentalité, parce que j'ai une petite fille... en fait, ça touche tout. Mais d'un moment, accepter d'aller regarder ce qu'on ne voit pas en soi, ce qu'on ne voulait pas voir. On parle d'invisible, il y a aussi ça, en fait, moi, qui me vient tout de suite, c'est que l'invisible, il est autour de nous, mais il est en nous. Enfin, il y a des parts de nous qu'on ne regarde pas et qui viennent nous causer des troubles. Et je crois que c'est pareil, en fait, c'est ce que me racontait Mbouya avec la mbira. Elle m'a dit, si on ne joue pas à la mbira, si on ne joue pas à cette musique, on n'honore pas les ancêtres et ils viennent nous troubler. Et quelque part, en n'honorant pas nos parts invisibles, elles viennent nous troubler. Et c'est ce qui fait qu'après, en tout cas moi, je me détruisais, notamment dans les diverses consommations. Même si tout ça était très joyeux, c'était la fête, tout ça était très beau. Je croyais à un chemin de développement et en fait, ça l'a été. J'ai aucun regret. Ça a été très beau, mais c'était aussi un chemin de négation de soi-même et de destruction. Je crois que le rapport à l'invisible, c'est quand même aussi vraiment... Alors bon, c'est ce mot qu'on utilise à Tire-Larigot aujourd'hui, du sacré, le rapport au sacré, mais en fait, c'est pas rien, quoi. Le sacré de ce qui nous entoure, des autres, et en premier lieu de nous-mêmes, et de ce qui nous habite, et de notre corps, et de notre intériorité. Et à partir de là, s'ouvre tout un chemin d'exploration possible. Est-ce qu'il y a des parts de toi que tu as pu accepter de regarder, on va dire? Ouais, nous donner un petit peu un exemple de ce que ça peut représenter. Je sais pas, on a pas mal parlé par exemple de la masculinité, de ce que ça représente d'être un homme. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ou qu'est-ce que justement le fait de regarder
en soi, peut changer dans son rapport aux autres, peut-être dans les rapports amoureux, dans les rapports amicaux, enfin voilà. Et ben ouais, là aussi, les transformations sont profondes. C'est vrai que la masculinité, ou en tout cas le rapport à ça, et à la sexualité, en fait. Et ça reste un des lieux là de transformation aujourd'hui. Et en tout cas, ma grande découverte, c'est que j'étais complètement à côté de la plaque. Vraiment. Et je le suis sûrement encore à plein d'égards. Voilà, mais en tout cas, en fait, il y a un des points qui a été clé pour reconnecter à ça, ça a été la rencontre de la danse, notamment de la danse contact, qui est aussi de l'improvisation et qui est une danse très intime. Et c'était une période dans ma vie où j'étais voilà, dans une relation qui s'étiolait, assez frustré en fait, physiquement, émotionnellement, sexuellement, à plein d'égards. Et je rencontre cette danse, voilà, dans un lieu où c'est des longues explorations d'une semaine, donc c'est des grandes plongées, et où, à ma grande surprise, le contact à l'autre, homme-femme, indifférencié, est venu nourrir un endroit qui était complètement déserté en moi. Une autre part invisible, vraiment. Et je crois qu'en fait, chez les hommes, c'est très, très, très fréquent et on n'en parle pas. Il n'y a aucun espace pour ouvrir ça, sur l'espace de vulnérabilité, sur l'espace de détresse dans lesquels les hommes sont. Détresse qui ensuite s'exprime dans la domination, dans la violence, et jusqu'à des extrêmes. Et en fait, il y a vraiment... la rencontre de cette danse m'a fait me rendre compte à quel point j'avais besoin de toucher, d'être touché, et que là se passent des choses dans l'invisible, vraiment, tellement puissantes, et que, comme retrouver le petit garçon. Et en fait, je me suis vraiment, puis en échangeant avec d'autres, enfin vraiment, je me suis rendu compte que, et ça c'est Bell Hooks qui en parle dans un de ses livres, La volonté de changer, que les petits garçons sont éduqués à la domination, et puis qu'à partir d'un certain âge, 7-8 ans par là, le contact physique s'arrête. Les parents ne touchent plus l'enfant, plus personne ne touche l'enfant. Et en tant que petit garçon, on n'est plus touché. On devient des corps isolés. Contrairement, je crois, un peu aux filles, alors il ne faut pas faire de généralité à la noix, mais quand même, en tout cas moi en parlant autour de moi, avec mes amies femmes aujourd'hui, qui ont quand même gardé un rapport au toucher différent avec leurs amis, se retrouver entre copines, se faire des massages, faire des soirées pyjama, que sais-je. En tant que garçon, on est là complètement coupé. Et on grandit comme ça dans une espèce de coquille un peu... voilà, où les seuls espaces d'expression sont la sexualité ou de toucher. Et ce qui est hyper restreint, en fait, qui est un truc... voilà. Et en tout cas, moi, à 30 et quelques années, je rencontre la danse contact qui vient me montrer qu'en fait, j'ai besoin et qu'on a besoin, qu'on est des êtres sensibles et qu'on est des êtres de toucher. Et à ma grande surprise, c'est pas venu éveiller l'endroit sexuel. Alors que j'étais dans un tel moment de frustration, je me suis dit, bon, ça va être la débandade, ou plutôt la bandade. Enfin, j'étais là, waouh, me retrouver dans un tas de corps pendant une semaine, ça va être intenable. Parce qu'il faut décrire un petit peu la danse contact quand même, pour que tout le monde comprenne. Tout le monde ne connaît pas cette danse. Bah, c'est une danse d'improvisation qui naît du contact. Voilà. Donc ça peut se danser seul avec le sol, et ensuite à 2, 3, 4, 5, 10, 20. Et on rentre en contact et on voit ce qui se passe. Donc ça peut aller dans toutes les directions, ça peut être très acrobatique, très technique. Moi je suis un débutant encore de tout ça, mais j'ai bien plongé quand même. Et ça peut être très lent, avec du sol, voilà. Et en fait c'est des contacts physiques rapprochés qui viennent contacter un endroit invisible d'émotionnalité et de sensibilité profonde. Et je me suis retrouvé à m'abandonner dans les bras d'hommes et à ressentir vraiment une nourriture immense. Et ça, je m'autorisais jamais ça en tant qu'hétérosexuel averti. Mais en tout cas, de vraiment me rendre compte qu'il y avait une part en moi, homme, que j'avais complètement délaissée. Une part d'abandon, une part de laisser faire. Voilà. Et c'est une danse dans laquelle il n'y a pas de meneur, pas de meneuse, pas de menée. C'est la domination n'existe pas, ou en tout cas circule d'une personne à l'autre en permanence. Et j'ai vraiment eu l'impression de me laisser faire et que mon corps a commencé à danser tout seul et à être vraiment dans une libération très, 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 très profonde. Ça a vraiment, c'est venu chambouler complètement ça. Et c'est vrai que je me suis dit, moi, qui ai quand même toujours eu des chéris, des petites amies, une vie sexuelle correcte, même si effectivement pas très ouverte jusqu'à tout ce temps-là, était dans un tel état de détresse
Je me dis, mais dans quel état sont les hommes qui n'ont aucun contact depuis leur enfance? Et pour moi, ça, le point, l'aboutissement, c'est le viol, potentiellement. C'est des états de détresse, c'est pas pour excuser, mais à un moment d'expliquer ce qui fait que pourquoi Monsieur Duchenoc va attraper une fillette ou une femme qui passe par là et lui sauter dessus. C'est des états de détresse tels. Et ça, c'est une part invisible à l'intérieur des hommes dont on parle pas, dont on parle peu, et qui vient demander un état d'ouverture, de vulnérabilité énorme et d'accepter qu'on est en détresse et qu'on a été complètement flingué, quoi, à ce niveau-là. Tu le vois dans les hommes autour de toi, c'est un sujet que maintenant tu arrives à aborder avec les hommes et les femmes. J'imagine qu'il n'était pas du tout abordé vu que c'était peut-être un angle mort. Ben oui, ça a changé parce que avant, sans m'en rendre compte, en fait, j'étais dans un rôle. Et dans une longue relation que j'ai eue, en fait, il y avait une dynamique de domination qui était très forte. Rencontre à 20 ans, on a presque 13 ans ensemble, et on s'est mis gentiment dans nos rôles assignés, de dominé-dominant. Donc ça a été magnifique à plein d'égards, mais en tout cas, il y avait ça. Et ce qui, en fait, était un empêcheur, cette situation était empêcheuse d'ouverture, et notamment à l'invisible et à ce qui peut se jouer dans la sexualité, de contacter l'invisible, de contacter le sacré, de contacter le plus grand et de vraiment vivre une sexualité puissante, ouverte, et d'être juste assigné dans des rôles et de faire l'amour de manière mécanique, avec tout l'amour et le désir qu'il pouvait y avoir, mais en tout cas un truc vraiment nulos, quoi. Et oui, ça, j'arrive à en parler aujourd'hui, et j'en parle avec plaisir d'ailleurs. Et c'est vrai que dans les milieux de la danse ou autres, c'est des sujets abordés quand même, et des gens qui ont un rapport au corps, donc voilà. Mais c'est vrai que je vois la détresse des hommes immense. Et la mienne aussi, toujours. Donc je travaille comme je peux, mais en tout cas, on parle peu de ça. On parle beaucoup de la souffrance des femmes, et tant mieux. Mais notamment Bell Hooks, cette féministe qui vient aussi vraiment parler de la souffrance des hommes. Et je pense que ça, c'est une part très invisibilisée de nos sociétés. Et qu'on n'arrivera pas du tout à avancer si on ne prend pas ça en considération. Et qu'il faut tous et toutes s'y mettre ensemble. Parce que, voilà. Mais c'est un vrai tabou, en fait. Mais je crois que moi, de mon expérience, quand on commence un petit peu justement à s'intéresser à ces angles morts, à ces invisibles, en fait, toutes ces questions-là commencent à émerger de manière presque obligatoire, parce que la question des fantasmes, la question du rapport au corps de l'autre, de la relation qui s'installe, et c'est vrai que ça va tellement vite, en fait, dans les rapports hommes-femmes, et dans plein de petits détails, en fait, et c'est vrai que mettre une conscience là-dessus, ça transforme complètement la vision, mais c'est un long chemin, parce que est-ce que toi, tu as des pratiques, des outils, je sais pas, qui t'aident à avancer là-dessus? Je te le demande parce que ça m'intéresse. Ouais, en tout cas, moi, je suis suivi par une femme thérapeute qui fait un travail psy, disons, ce à quoi j'ai résisté pendant longtemps, parce que je dénigrais un peu le truc, justement, par rapport au rituel ou aux voies de transformation que j'avais pu trouver. Je trouvais ça un peu trop pragmatique, quelque part. Et en fait, c'est génial. Et il y a notamment un travail sur les émotions, qui est très fort, en rentrant par le corps. Donc c'est vraiment réussir à dire ce qu'on ressent. Et en fait ça, mais peu de gens le font. Moi j'ai encore beaucoup de mal. Et surtout chez les hommes, arriver à dire ce qu'on ressent, sans filtre. Et c'est le début de pouvoir avoir une relation apaisée à soi-même et à l'autre. C'est juste dire ce qu'on ressent. Tout de suite, quand on se connecte à cet endroit-là, c'est des voyages aussi les yeux fermés, où elle guide un peu... et où en fait on va pouvoir recontacter des endroits oubliés, des endroits invisibilisés, des parts invisibles de nous, mais qui en fait nous font agir de manière tordue. Donc c'est toujours pouvoir observer les dérèglements de notre personnalité et pouvoir partir en voyage de découverte en fait par rapport à ces parts invisibles. Et en parallèle de ça, là j'ai lis un livre on en parle depuis longtemps, La Voie du Sentir de Louis Sanza. C'est un vrai support aussi, c'est une vraie Bible. Et donc lui, c'est vraiment toute une technique d'exploration par le corps. Et en tout cas, un des trucs qui m'a frappé énormément, c'est qu'il différencie l'être profond, qui est en chacun et chacune d'entre nous, et notre personnalité. Et notre personnalité, fausse personnalité, même il l'appelle, qu'on croit être nous. On se décrit, on dit je suis comme ça, je suis agressif, je suis ça, je suis peureux, je suis je ne sais quoi. Et en fait, on vit en présence, c'est un peu perché comme truc, mais en fait, de deux entités tout le temps. Notre être profond, qui est accueil, ouverture, rondeur,
féminité, quelque part la part féminine même à l'intérieur des hommes, et puis la part la personnalité qui s'exprime et qui réagit. Mais en fait, toutes les réactions que l'on a sont liées à des blessures, et donc il va très loin en disant qu'en fait, ce qu'on croit être nous, avec qui on vit tous les jours, la personne avec qui on se réveille tous les matins, ce n'est qu'un édifice, une cathédrale construite sur nos blessures. Et qu'en fait, derrière ça, sous ça, il y a l'être profond. Mais l'être profond, vu qu'il est ouverture et accueil, il en a rien à foutre de se mettre en avant. Et donc, c'est la créature avide qui prend tout le dessus. Et ça, c'est un truc qui m'a complètement retourné et qui vient donner un peu une coloration à cette recherche justement des parts invisibles en nous, de comment mieux naviguer à l'intérieur de notre être, et qu'en fait, c'est une constellation, il y a plusieurs dimensions, et que la part visible de nous, c'est que la part visible de l'iceberg, que la part réactive et que la part qui s'exprime, mais qui n'est pas nous. Et donc ça, ouais, ça c'est assez fort. Ok, merci. Peut-être que juste pour terminer, on peut dire comment les gens peuvent se connecter à toi, comment ils peuvent voir ton travail, le trouver, des spectacles prévus, des représentations, ou juste comment se connecter à toi. Il y a un spectacle notamment là qui est en construction avec Olivier Maillan, un improvisateur belge, et puis les aventures avec Souffle Collectif qui continuent de germer, et puis voilà, on va voir si un projet solo arrivera un jour. Puis la Mbira aussi, quand on joue, généralement je l'annonce. Génial. Merci Camille. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Invisibilis sur votre plateforme préférée, à aimer, partager, commenter pour soutenir le podcast, le faire vivre et grandir.